Bonsoir chers élèves, donc aujourd'hui on va essayer de terminer les cours, les leçons de la troisième œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné. Donc comme vous savez, c'est un roman à thèse écrit par l'écrivain français Victor Hugo et publié en 1829. Donc dans cette séance, je vais essayer d'étudier, de lire et d'analyser les chapitres de 3 jusqu'à 7. Donc, le support, donc comme vous savez ici, le support, c'est le verdict ou bien le sentence. Donc, le texte commence de cette phrase, tout à coup, le président qui n'attendait que l'avocat, jusqu'à je leur trouvais 10 heures de fond-temps. Donc ça c'est le support. Je vous invite de chercher ce texte et de le lire et d'expliquer bien sûr les mots difficiles. Alors, donc on commence par la situation du passage. Donc situer le passage. Donc détenu depuis 5 semaines à Bicêtre. Bicêtre c'est un lieu. Ça c'est la prison. Le prisonnier, ou bien le narrateur qui parle, le jeu, effectue un retour en arrière dans sa narration. Ça veut dire, il se souvient les événements, les actions qui ont été dans sa vie quand il était libre. Donc il revient, vous savez ici, il revient sur les 3 jours qu'a duré son procès. Il raconte ici l'instant du verdict. L'instant du verdict ou bien l'instant du sentence. Ça veut dire le jour où les jurés doivent annoncer le sentence. Dégager donc les axes, on va essayer de dire ou bien d'annoncer bien sûr les axes de lecture. Donc on commence. Dégager les axes de lecture. Donc l'intérêt du passage réside moins dans le verdict lui-même que dans la façon dont le narrateur l'accueille. Donc le retour en arrière du récit place en effet le personnage dans la situation où il apprend la sentence ou bien le verdict qui le frappe, qui attend. Le narrateur s'entend être condamné à mort. Donc ça c'est le verdict ou bien la sentence qui attend le condamné, le prisonnier ou bien le personnage principal. Donc il devient presque instantanément étranger au monde des vivants. Donc si on arrive à faire une comparaison entre le prisonnier et les autres personnes, les autres personnages, on trouve que le personnage principal ou bien le condamné ou bien le prisonnier est une personne étrangère par rapport aux autres vivants. Pourquoi? Parce que l'étranger, donc comme vous savez, c'est un prisonnier. Okay? Il n'a pas de liberté par rapport aux autres, elles sont libres. Elles sont libres moralement et physiquement. Mais l'étranger ou bien le prisonnier, il est donc captif moralement et physiquement. Moralement, il pense à une seule idée et physiquement, il est dans son cachot, il est dans une cellule. Premier axe de lecture, donc la tension dramatique du récit. Donc A, une annonce indirecte et différée. Donc le narrateur ne dit pas immédiatement à quelle peine il vient d'être condamné. C'est le cri de la foule. La foule ici, c'est le groupe de personnages qui annonce la peine de mort. Ce sont les jurés. Okay, ce sont les 12 jurés. Jusqu'à là, le vocabulaire reste sans contenu précis. Donc il s'agit du verdict ou bien le sentence de la peine. Donc au-delà de l'arrêt ça veut dire prisonnier, seule la sueur froide. Donc tous les mots que vous trouvez entre les deux guillemets, ce sont des mots tirés bien sûr du texte intégral, qui s'empare du narrateur constitue un indice révélateur de l'extrême gravité de la peine. Donc cette annonce exprime la stupéfaction de l'accusé. Elle est tellement absurdie que sens propre, il n'en croit pas ses oreilles. B. Un tragique
renversement de situation. La situation, bien sûr, du prisonnier. Donc son avocat, l'avocat du prisonnier, s'efforce d'obtenir que le verdict, que la sentence ne soit pas confirmée. Il plaide pour une autre peine. Donc peut-être va chercher une autre sentence, donc un autre sentence, un autre verdict, c'est-à-dire les travaux forcés à perpétuité. Donc comme vous savez ici, à perpétuité, ça veut dire les travaux à vie, durant toute la vie. Le narrateur devrait en principe lui en savoir griller, ou bien gré d'abord, tel n'est pas le cas. Donc je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit. C'est une phrase tirée, ou bien c'est un argument tiré du texte intégral pliant 100 fois la mon. Par ignorance de ce qu'il attend, il considère que le ban est plus terrible que l'échauffour. Donc que le ban est plus terrible que l'échauffour, et ici c'est une comparaison. Le lecteur ne peut en éprouver qu'un surcroît de compassion pour le narrateur. Donc il est rare en effet qu'un client contredise son avocat parce que celui-ci plaide en faveur d'une peine moins sévère de même. Le narrateur écoute avec une satisfaction stupide. Le procureur général, donc ça c'est un mot, ou bien c'est une expression appartient au champ lexical de la justice. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné des définitions de ces mots-là. Donc le procureur général, comme vous savez ici, le procureur général qui pourtant réclame sa tête, la tension dramatique du récit s'accroît. C'est la prise de conscience. Le narrateur comprend ce qui vient de lui arriver quand il quitte le palais de justice ou bien le tribunal pour être conduit à Bicêtre. Donc ça c'est le moment où le narrateur a transporté à Bicêtre. Donc une révolution venait de se faire en moi. Note-t-il, donc le mot révolution ici doit se comprendre dans le sens strict et premier de changement de tout. La révolution contre lui-même, la révolution contre son âme, et même la révolution contre la société en général et contre la foule. Donc le narrateur entrevoit quel est désormais le sort qu'il attend quand il ne croyait pas à l'éventualité d'une condamnation à mort. Donc le narrateur a surpris par le verdict. Donc il redoutait d'être condamné par horreur du ban. Il redoutait. Maintenant qu'il est voué à l'échafaud, il accuse le choc. Donc si, la condition, pour le lecteur, l'extrait ne joue sur aucun suspense, il n'en demeure pas moins habilement construit. Deuxième axe de lecture. Donc s'entendre, être condamné à mort. La focalisation interne, donc un récit aussi dramatique, n'est possible que parce que la scène est envisagée du point de vue exclusif du personnage. Donc on témoigne l'abondance des références à la première personne du singulier, ou bien le jeu. Par ce procédé, le lecteur fait corps avec le narrateur. Donc il partage ses incertitudes. C'était, je pense, le greffier. Donc je pense verbe de modalisation. Il devine d'abord le contenu de la plaidoirie de l'avocat. C'est l'élément primordial, c'est l'élément principal dans cette opération. À ce qu'on saisit globalement, le narrateur, je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du juré. La déclaration du juré, c'est la déclaration de la condamnation. À atténuer, à chercher une autre solution. Donc, il en va de même pour le réquisitoire du procureur. Le lecteur n'en connaît que l'impression qu'elle produit sur l'accusé. Le dernier paragraphe de l'extrait a valeur, donc l'introspection. Le narrateur reconstitue
l'état dans lequel il se trouvait. Donc le narrateur reconstitue l'état dans lequel il se trouvait. Donc il essaie de nous montrer, de nous décrire sa situation, son état. Donc il se trouvait comme l'indiquent les formules. Je m'étais senti, rien ne m'apparaissait plus. B, ou bien deuxième point dans le deuxième axe, la violence des sensations et des émotions. Alors, parce qu'il fait vivre les événements dans l'intérieur, la focalisation interne est le procédé qui se prête le mieux à l'expression de subjectivité. Pourquoi la subjectivité? Parce que le narrateur, bien sûr, il ne parle de ses sentiments. Ça veut dire la subjection. Les réactions sont d'abord physiques. Les réactions sont d'abord physiques. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Ma langue resta collée à mon palais. Donc, ils deviennent ensuite intellectuels. Il devient ensuite intellectuel. Il devient ignorant. Donc, ils deviennent ensuite intellectuels. J'aurais eu, moi, tant à dire. Je compris. Donc, ils sont enfin affectifs. L'indignation de dispute ou émotion. De nature différente, ces réactions vont croissant. Le choc est tel que le condamné en reste aphasique. Celui qui a perdu l'élocution, la parole muette, rien ne me vint, note-t-il, la laine me manqua, elle a la proie de 1000 sentiments. Aussi ne parvient-il qu'à crier, non, avec une force convulsive, c'est-à-dire provenant d'un réflexe nerveux, mécanique. Ce cri est d'autant plus pathétique. Donc, quel est un refus du ban, non pas de la peine capitale. La montée et l'intensité des émotions accompagnent la montée de la tension dramatique. Troisième axe de lecture. Donc, étranger au monde des vivants. Pourquoi l'étranger est un personnage, est une personne étrangère par rapport aux vivants, par rapport aux autres. Donc la confirmation de la sentence, la confirmation de verdict par le président introduit rupture radicale. Donc il y a désirement un avant et un après. Adverbe et complément circonstanciel de temps l'exprime notamment jusqu'à l'arrêt de mort, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du personnage principal, s'oppose à maintenant. Rien ne m'apparaissait plus. Donc contraste avec auparavant. Nous avons ici deux expressions. Nous avons maintenant le présent de la narration, le présent de l'écriture. Nous avons auparavant les événements qui ont déjà passé au passé, ou bien le passé du prisonnier. Ça veut dire ici la liberté, maintenant le prisonnier et les captifs. Temporel. Donc temporel, la rupture est également mentale et spatiale. Donc le narrateur est à la fois ici et ailleurs, ici, parce qu'il est au milieu de la foule. La foule, on a dit, c'est ces groupes de personnes qu'il observe comme une bête curieuse. Ailleurs, parce que le verdict vient d'élever une clôture. Clôture, c'est une barrière entre le monde. Et lui, le narrateur, n'appartient déjà plus au monde ordinaire des vivants. Donc ici, le narrateur, il se sent qu'il était, ou bien qu'il était, et qu'il est seul. Un effondrement complet, donc il s'ensuit un profond effondrement intérieur, la comparaison avec un édifice qui s'est démoli, le suggère, ainsi que l'emploi du mot révolution, l'énoncé de la condamnation conduit en outre le narrateur à entreprêter l'ensemble du décor à son arrivée au palais de justice. Donc ces larges fenêtres lumineuses, ce bon soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur. Donc ici, le narrateur il essaie de faire une description au tribunal et au palais de justice. Donc lui semblait de bon augure
honteux, c'est incompatible avec un verdict sévère. Comment accabler un homme quand tout autour de soi n'est que paix et harmonie? Maintenant, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Le monde a pris l'aspect blafard de la mort. Troisième point, vers le fantastique. Vers le fantastique. Alors, aussi, n'est-il pas étonnant que la dernière phrase de l'extrait s'ouvre sur l'univers fantastique, l'univers imaginaire. N'étant plus déjà de ce monde, comment le condamné regarderait-il normalement? Donc ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Je leur trouvais des airs de fantômes. Donc la formule est digne d'intérêt parce qu'elle est inattendue. Pourquoi? Parce que les fantômes évoluent en principal dans l'au-delà. Ce sont des morts. Okay? Maintenant, ce sont des libres, ce sont des vivants. Ils vivent la liberté, mais après, ils deviennent des morts. Donc ici, ce sont les vivants qui deviennent des fantômes. Il y a inversion de la situation. Ce qui est en train de mourir aux yeux du condamné, si le monde des vivants qui s'éloigne de lui à une telle vitesse qu'il lui paraît déjà irréel. Donc, retour sur le procès. Résumé, le narrateur revient sur le jour du verdict. Donc, c'était par une belle matinée d'août, trop ensoleillée pour qu'il crût à une sentence de mort. Son avocat prévoyait une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, indigné, et lui avait répliqué qu'il préférait plutôt 100 fois la mort. Simple façon de parler à l'énoncé du verdict. Donc le narrateur faillit s'évanouir, la foule reprit la lecture de l'arrêt. Condamné à mort, le narrateur se sentit brutalement isolé du reste des hommes sur le chemin qui le reconduisait à sa cellule. Donc il entendit deux jeunes filles se réjouir qu'elle n'en ait plus que pour 6 semaines. Ça, c'est le chapitre 2. Le narrateur se penche sur sa situation présente. Donc, le voici, certes condamné à mort, mais destiné à mourir. Donc, les hommes ne sont-ils pas tous des condamnés à mort en sursis? Et puis, qu'il a regretté de la vie, sûrement par son cachot, par sa cellule. Toutefois, le narrateur ne parvient pas à se convaincre, ni à se consoler. Donc c'est horrible, conclut-il. Ça c'est chapitre 3. Le narrateur relate son transfert du palais de justice à la prison de Bicêtre. Vu de loin et de l'extérieur, celle-ci paraît un bel édifice, avec un air de château, de roi. Vu de près et de l'intérieur, elle est hideuse. Ça, c'est le chapitre 4. Donc, le narrateur décrit les menus événements qui rythment son existence. Repère pour la lecture, donc un retour en arrière dans le récit, à l'exception du chapitre 3, qui constitue un bref parenthèse médiative. Les événements racontés dans cette série de chapitres se situent chronologiquement avant le moment de l'écriture évoqué dans le chapitre 1. Donc, le présent de l'indicatif disparaît au profit des temps du récit au passé imparfait et passé simple. Ce retour en arrière souligne également le rétrécissement tragique du temps, 6 semaines, devant s'écouler entre le verdict et l'exécution, chapitre 2, et le narrateur étant emprisonné à Bicêtre depuis 5 semaines, chapitre 1, il lui reste donc 6 jours à vivre. Une construction par antithèse. L'antithèse est le principal procédé stylistique utilisé dans ces chapitres. Donc les oppositions et les contrastes apparaissent à plusieurs niveaux
entre le soleil du mois d'août et le verdict de la condamnation à mort. Ça, c'est chapitre 2. Puis, le jour sombre et le pain noir du cachot, chapitre 3. Entre l'indifférence des autres, représentant la société, et les réactions horrifiées du narrateur, les juges ont l'air satisfaits, ils sont contents. Les jurés ont envie de dormir. L'avocat a bien déjeuné, chapitre 2. Donc le personnel de la prison cause et rit en présence du narrateur qu'elle considère comme une chose. Chapitre 5. Donc ces antithèses remplissent donc une double fonction. D'une part, ils font ressortir l'absolue solitude du condamné. D'autre part, ils illustrent la monstruosité de la société. Donc, la langue argotique, ou bien la langue utilisée par le prisonnier. Le chapitre 5 contient des expressions empruntées à l'argot des prisonniers et des assassins. Le récit gagne en vraisemblance, donc on y fait comment des détenus sans éducation parleraient-ils correctement, ou bien parlerait-il correctement. Et comment le narrateur qui lui est cultivé ne s'étonnerait-il pas d'entendre une telle langue? Donc l'argot, crier en outre un certain pittoresque. C'est un langage imagé. Épouser la veuve, être pendu. Et par exemple, une formule métaphorique comme si la corde du gibet était veuve de tollé pendu. Donc ces mots d'argot forment aussi un bestiaire référence aux animaux. On dirait des crapauds et des araignées. Note le narrateur, comme la prison, l'argot devient quelque chose de sale. Tenir, donc un journal, ça c'est le résumé général. Donc le narrateur hésite à tenir son journal, ou bien journal intime. Pour dire quoi? Donc il n'est déjà plus de ce monde. Mais pourquoi justement ne pas décrire les angoisses, les terreurs et les tortures du condamné qui attend sa dernière heure? Donc écrire l'occupera et son témoignage, ou bien son témoignage ne sera peut-être pas inutile. Donc sa lecture convaincra peut-être les juges de l'horreur de la peine de mort, à condition que ses mémoires dernières, confident d'un misérable, ne soient pas détruits après son exécution. Ça c'est le chapitre 6. Donc ces deux chapitres justifient l'existence et la formule du récit. Donc c'est le journal d'un condamné. À la réflexion, le procédé se révèle facile et légèrement invraisemblable. Ce condamné, en effet, entouré de geôliers bienveillants qui lui fournissent de l'encre et du papier et qui le laissent écrire à sa guise. Donc ça c'est le moment où le prisonnier ou le personnage principal décide d'écrire ses souffrances, ses malheurs, ses angoisses pour les laisser aux autres, pour les lire. Donc à l'époque de Victor Hugo, la rigueur des conditions de détention était telle que même tenir un journal était impossible, peu vraisemblable. Le procédé n'en est pas moins indispensable sans ce journal fictif. On ne saurait rien des angoisses d'un condamné. Donc il présente surtout l'avantage de donner au lecteur un témoignage direct à la première personne du singulier. On peut dire que ce prisonnier ou bien Victor Hugo, c'est un témoin à l'époque passée. Les deux buts de Victor Hugo, donc par la bouche de son personnage, Hugo précise les deux buts qu'il poursuit. Le premier est de témoigner, de dresser un procès-verbal de la pensée agonisante, d'effectuer une espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné. Le second but, ou bien le deuxième but, est de transformer cette histoire en un grand et profond enseignement en plaidoyer contre la peine de mort.
Donc, en faisant mieux comprendre les angoisses, les souffrances, les malheurs et les terreurs d'un condamné, Hugo espère que la peine capitale, la peine de mort, apparaîtra dans toute sa monstruosité. La nécessité de la supprimer n'en deviendra que plus urgente. Donc, ce récit a donc une visée argumentative, didactique et politique. Donc, une leçon pour ceux qui condamnent. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. On se verra dans une autre vidéo.